De nouveau, peut-être je vous raconte comment ce sujet il émerge. En fait, ce qui se passe, c'est que je lis une interview de Daniel. Enfin, c'est pas lui qui fait l'interview, lui il répond aux questions de l'interview. Ouais. Je lis l'interview et je vois, oui, open source, fantastique. Tu dis pas commun numérique, tu dis open source, logiciel libre. Et après, je dis OK, bon. Et là, je vois CTO Software, VP, machin. Bon, c'est pas grave. En gros, CTO Software, Thales. Là, je me dis, ça, c'est quand même... ça paraît peu crédible, cette histoire. Et du coup, j'ai trouvé son 06, parce que je suis une experte des 06, numéro personnel. Je l'ai appelé pendant ses vacances. Et il a eu le malheur de décrocher. Ça s'est passé comme ça. Hein. Et donc, du coup, on a discuté et je me suis dit, mince, peut-être qu'en fait, il a vraiment quelque chose à dire. Ah, mieux, je crois qu'il connaît peut-être même mieux le sujet que moi. Et vous allez voir, c'est pas ma grande spécialité. Mais on va essayer du coup de le rendre intelligible. Ça part de là. Et puis après, il y a eu le studio des communs. Angèle. Je découvre le travail du studio des communs au campus cyber. Je me dis, mais ils sont dingues. En fait, je ne savais même pas que vous aviez mis tout ce travail en place, en particulier sur beaucoup la question juridique. Benjamin, hein, ça doit te parler. En plus, il se trouve que je connais très bien Bastien, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur d'autres dossiers. Je sais qu'il est sur un Open LLM en ce moment, que la question des ressources libres, c'est aussi ton truc. Je me dis, OK, il nous faut la DINUM. Hein. Et là, on me dit, tu sais, il y a un gars, il déteste ce type d'événement et parler en public. Je dis, super, c'est celui qu'il nous faut. Il s'appelle Florian. Pareil, j'ai ramé, hein. Mais il est là. Voilà, cadeau. Et donc, le sujet qu'on s'est posé, c'est le fameux contre toute attente. Si les enjeux de sécurité numérique étaient le terreau des communs, faisaient le terreau des communs, sachant qu'on va parler de sécurité numérique, mais pas que de cyber, en fait, ou en tout cas plus globalement, hein, des questions de résilience. Et donc, vu que je ne suis pas une experte du sujet, par exemple, moi, je ne code pas. Donc, je ne suis pas vraiment une experte du sujet. Rien que pour ça. Par exemple, pour Florian, si tu ne développes pas... Du coup, donc je m'excuse de ne pas développer, mais par contre, je lis beaucoup de livres. Est-ce que ça compte ? Donc, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai essayé de refaire l'histoire. Et en fait, dans les autres gens que j'avais invités à cette table ronde, il y avait Linus Torvald. Bon, il n'est pas venu, hein. J'ai essayé quand même. Je me suis dit, sur un malentendu, j'ai pas chopé son 06. Si quelqu'un là, ça m'intéresse. Bon, par mail, en tout cas, il répond pas, sachez-le. Par contre, Xavier Niel a répondu. Il a dit non, point, merci. Point. J'ai tenté. Tout ça pour vous dire, pardon, qu'on va... Donc, Linus, vous allez comprendre où je veux en venir. Et on va commencer du coup avec une histoire incroyable. Et après, vraiment, moi, je vais me taire et je vais laisser vraiment la parole à nos intervenants. Je vais juste essayer de conduire la discussion. Mais... Ça, c'est le mail envoyé... C'est un mail, hein, envoyé par Linus Torvald sur la liste Minix, merci. Et où il dit une phrase qui m'a beaucoup intéressée, mais on n'était pas d'accord sur la phrase intéressante hier. Daniel, prends un micro, parce qu'on n'est pas d'accord sur la phrase intéressante. La phrase intéressante, c'était, pour moi, hein, seulement un hobby. L'idée, c'est que ce ne soit pas quelque chose de gros et de professionnel. C'est le premier mail où il annonce le lancement, en fait, de Linux. Et toi, tu me dis, mais non, c'est pas ça la meilleure phrase de ce mail. C'est quoi la meilleure phrase pour toi ? Alors, c'est pas la meilleure phrase de ce mail, c'est la meilleure phrase pour moi de Linus. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai reçu ce mail en direct parce que j'étais sur la liste Minix. Minix, c'est un Unix créé par un gars qui s'appelait Andrew Tannenbaum. Et ça tenait sur, de mémoire, une dizaine de disquettes. Donc, il fallait l'installer, mais je l'avais sur un Atari ST, c'est pour vous dire. J'étais à l'université de Stockholm à l'époque, j'étais chercheur. Donc on a vu ça arriver, on s'est dit, oh là, un projet de recréation d'un Unix par un gars tout seul en Finlande. Bon, on regardait, intéressé, c'était
début, c'était assez folklorique. Non, pour moi, la grande phrase qu'il a sortie, c'est plusieurs années plus tard, une journaliste lui a demandé s'il était là pour tuer Windows. Et il a répondu non, ça sera juste un effet de bord inattendu. Et je trouve que cette phrase-là est vachement plus importante. Alors là, on est du coup en 1991, c'est ça, non? 25 août 1991. Bon, ok, un mail. Aujourd'hui, je trouvais que la liste était impressionnante. 25 des 25 sites les plus visités au monde s'appuient sur Linux. Et alors du coup, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un gars, le 25 août 91, il lance un truc avec un modèle économique inexistant, c'est pour se marrer en fait, et il dit just a hobby, et 23 sur 25 des sites, et surtout tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur un truc, si demain ça marche plus, ça va être compliqué. Hein. On y va? Qui commence? Tu commences, Daniel, et après, par contre, je veux vous entendre tous et toutes sur ce sujet. Bon, alors d'abord, bonjour à tous. Merci, Dory, de m'avoir invité. De rien. Ça m'a fait plaisir de t'embêter pendant tes vacances. Ouais, c'est ça. J'étais ravi sur ma terrasse. Oui, ça a commencé par le fun. Linus Torvalds était étudiant à l'université d'Helsinki. Il avait voulu se marrer. Il trouvait que Minix c'était un peu insuffisant. Il avait envie de réécrire autre chose. Donc il s'est lancé là-dedans. Comment ça a démarré, le succès incroyable? Ça a démarré par d'autres gars qui ont voulu se marrer avec lui, tout simplement. Donc il a commencé à y avoir des contributions. Il a montré que son code était de haut niveau, qu'il était capable d'écrire un logiciel comme ça. Et ça a démarré de cette manière-là. Et à partir du moment où un soft est bien fait, il est écrit par des gens qui se marrent bien, qui intègrent des gens de la communauté qui ont envie de contribuer, bah ça commence à se diffuser un tout petit peu. Il y a des gens qui commencent à s'en servir. Alors au début, c'est la disruptive innovation. Hein, c'est très très bas comparé aux concurrents commerciaux. Puis au bout d'un moment, ça commence à devenir franchement intéressant. Et les concurrents commerciaux à l'époque, c'est quoi? C'est Windows 3. Hein, n'oubliez pas, c'est macOS 7 de mémoire. Donc c'est des systèmes, certes du côté macOS très appréciés, tout ce que vous voulez, mais c'est des systèmes très fermés. Windows n'a même pas encore la stack TCP/IP. On parle de Windows 3.1, pas for Workgroup. Il faut rajouter quelque chose pour pouvoir faire de l'Ethernet et de l'Internet. C'est super compliqué. Et là, vous avez un gars qui sort un système, un operating system d'ordinateur qui est plutôt moderne, dans lequel on peut faire plein de trucs. À l'époque, on appelait ça les systèmes ouverts. Et bah, ça a démarré comme ça. On s'est rendu compte que pour faire des serveurs, venir du monde Unix, qui était relativement tenu, même si c'était du logiciel libre, relativement tenu par des très très grands opérateurs américains, Sun, Digital Equipment, des gens comme ça, bah, vous pouvez l'installer même sur un PC Windows de votre marché de tarifs, à l'éducation nationale, ou pour moi à l'époque à EDF. Et donc on arrivait à faire des choses totalement incroyables. Le vrai succès, c'est ça, c'est il a pété le système en mettant un coin dans les marchés et en offrant quelque chose que les autres étaient incapables d'offrir à l'époque, la réactivité. Donc être capable d'intégrer des nouveautés, fixer les bugs à grande vitesse, la transparence, tous ces tenants des communs, de la communauté et de l'open source que Microsoft et Apple n'étaient pas capables de gérer. À l'époque, chez Apple, vous rapportiez un bug, donc vous mettiez un ticket sur un site web, très simple, un site web encore, là, vous n'aviez jamais de réponse. Vous n'aviez jamais un développeur qui vous répondait « OK, c'est pris en compte ». Et puis peut-être un jour, dans une version future, votre bug a été corrigé. Donc ça, c'est ça le succès. C'est les communs, justement. Voilà. Benjamin, tu tentes? D'après toi? Bonjour tout le monde. Benjamin Jean. Oui. Mais je crois que j'ai mis vos têtes avec vos fonctions. Oui, c'est bon, pas la- peu importe. Voilà. Si, je le refais, tu vois. Merci beaucoup. En complément de ce qui vient d'être dit, je pense qu'en 91, c'était intéressant. Ça fait un peu... bon, c'est pas forcément la manière dont j'aime présenter les choses, mais 91, c'est aussi la date où la General Public License, la première licence libre générique qui pouvait être utilisée sur n'importe quel type de logiciel, a été publiée, et Linux, comme Perl, étaient les deux premiers projets tiers, qui n'étaient pas ceux de la Fondation pour le logiciel libre, à se dire, il y a un modèle de partage de la propriété, de collaboration qui est en train de se définir. Nous, on y croit et on va l'appliquer. Alors, on ne va pas l'appliquer comme les tenants, les militants l'ont présenté.
qu'à l'époque, on ne va pas parler. Pour ceux qui connaissent Richard Stallman, qui est un peu la personne qui personnifie ce courant de la Free Software Foundation, c'est très militant. Et finalement, Linus Torvald n'est pas du tout militant. C'est quelqu'un qui est très pragmatique. Il s'est dit, moi, je veux partager. Et donc, 91, c'est le premier à avoir fait ce choix-là. Donc, je pense que c'est pas neutre. C'était beaucoup dans cette logique, effectivement, de commun, de dire, on a tous le même besoin. Donc, plutôt que chacun travailler dans son coin, voilà, moi, je vous partage ce que j'ai, venez participer avec moi et on va travailler ensemble dessus. Et autre complément qui me vient aussi, c'est que souvent, on parle de Linux, parce que par simplicité, alors Richard Stallman serait là, il dirait, il faut parler de GNU Linux. Et ça aussi, c'est peut-être, voilà, ça fait sourire. Alors, généralement, c'est pas moi qui fais ce type d'intervention, mais en fait, il intègre cette idée GNU Linux parce que il y a Linux, qui est vraiment le système d'exploitation qui est nécessaire, mais il y a tout un environnement logiciel autour qui fait que ça fonctionne. Et le succès qu'on connaît Linux, c'est GNU Linux. En tout cas, c'est l'ensemble de ces composants, tous logiciels libres, qui agissent ensemble, interagissent ensemble. Et je pense que ça sera un fil en tout cas, sur lequel on pourra rebondir dans la table ronde, qui chacun sont complémentaires ou rajoutent des fonctionnalités qui permettent d'avoir un écosystème qui est complètement vivant, interopérable et qui permet aussi de ne pas avoir un gros monolithe qui a un gros bousin qui aurait du mal à être aussi agile. Et pour faire le parallèle avec Microsoft, dans la préparation, je rappelais rapidement le fait que dès 1998, Microsoft était conscient que le modèle de Linux allait supplanter le sien. Ils l'ont dit, il y a des documents internes qui ont été partagés et qui sont publiquement disponibles. Donc il n'y a pas de surprise vraiment là-dessus. Bon, maintenant, ça s'est vérifié. Microsoft, d'ailleurs, a un regard vis-à-vis du logiciel libre beaucoup plus... ils sont beaucoup plus dans le partage, ils essayent d'intégrer ça dans leur stratégie. Et le dernier point, puis après j'arrête, mais c'est juste pour ouvrir aussi et réagir à ce côté Linux, c'est que là on parle de commun, effectivement, parce qu'il y a une communauté, il y a des millions de personnes qui participent au développement de ce logiciel, mais il y a des enjeux géopolitiques qui sont assez importants aussi. C'est-à-dire que, en fait, il faut se poser la question de qui développe Linux. Est-ce qu'on connaît ces personnes-là? Qui décide des orientations qui sont faites? Alors Linus Torvald, pendant longtemps, a décidé de tout, mais c'est moins le cas maintenant, et les grands groupes sont vraiment prennent part fortement à cette gouvernance. Et donc ces enjeux de géopolitique, on peut facilement les rapprocher aussi aux enjeux de cybersécurité ou de sécurité. Merci beaucoup. Angèle? Merci beaucoup, merci Dory pour l'invitation. Alors moi j'ai un regard très novice sur cette question-là, et en fait de l'extérieur je me dis aussi, est-ce que finalement Linux n'était pas là au bon endroit au bon moment? Parce qu'à l'époque la communauté dev et d'utilisateurs était finalement la communauté qui est le cliché dont souffre aujourd'hui le monde du commun, de l'open source, etc., du geek bitouilleur à capuche. À l'époque c'était ces personnes-là qui s'en sont emparées pour notre plus grand bonheur aujourd'hui. Non, c'est pas un reproche. Hein, mais... Ah non, mais pas du tout. Moi, je dis les hippies aux cheveux longs aussi, des fois, mais c'est pas très sympa. Aussi. Mais t'as pas du tout l'air d'un hippie. Mais voilà, c'est aujourd'hui, si cette innovation arrivait aujourd'hui sans que ça existe, mais qu'on avait un gros Windows, un gros Mac bien installé, etc., est-ce que ça aurait le même succès aujourd'hui? Je ne sais pas, avec les avancées informatiques. Enfin, c'est vraiment une question ouverte et peut-être que je me trompe complètement. Et par rapport à la phrase de l'effet de bord de la mort de Windows, c'est pareil, je ne suis pas tellement sûre, et je lisais dans un super bouquin qui s'appelle Éloge du bug, d'un philosophe italien, Marcello Vitalo, je ne sais plus la fin de son nom, qui disait qu'en fait... on observe aujourd'hui que Linux marche de mieux en mieux. C'est une citation. Et en fait, il disait ça à contre-cœur en disant oui, effectivement, ça marche de mieux en mieux parce qu'on arrive aussi à aujourd'hui mettre de la surcouche de Linux et on assiste finalement à une espèce de Windowsification d'un Linux. Et ça perd son sens premier, mais c'est aussi ce qui fait que des nouvelles communautés peuvent s'en emparer, qui sont les communautés qui sont moins bidouilleuses, qui sont moins geeks, qui sont moins tout ça. Donc voilà, est-ce que Linux va rester Linux? Est-ce que ce qui a fait son succès hier fera son succès demain? Je pense que c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Tout à fait. C'est Marcello Vitali Rosati. Presque. C'est ça? Ouais, c'est ça. Florian, une petite analyse Oui, je pense que cette période-là, moi, je ne l'ai vraiment pas connue. Moi, je suis arrivé, je pense qu'on est la génération qui a construit un peu sur ces standards qui ont été mis à cette époque-là, et on l'a pris comme exemple. En fait, c'est vraiment quelque chose qui, dans le développement, nous inspirait.
Moi, en tout cas, en grandissant, je me suis toujours dit que je voulais participer à quelque chose de cette ampleur-là. Je voulais pouvoir contribuer, apporter un tout petit bout de quelque chose comme ça. Les modèles à cette époque-là, c'était plutôt les GAFAM, c'était plutôt rejoindre Facebook, aller à la Silicon Valley, commencer à construire quelque chose. Et en fait, il s'est passé un hasard assez marrant, c'est que je suis arrivé dans le gouvernement, dans le service public, et je me suis dit, tiens, le service public, en fait, c'est peut-être quelque chose qui se rapproche de cette communauté. Et on a essayé de reprendre à notre petite échelle quelques développeurs dans une cave à Bercy. On s'était dit qu'on pouvait peut-être repartir sur ce modèle de logiciel libre, de communauté, essayer de tous contribuer à quelque chose qui n'appartient à personne puisque c'est du service public. Et à partir de là, construire une communauté, un réseau, essayer de voir si on peut convaincre d'autres ministères. Et on en est arrivé beaucoup plus vite que Linux, je pense, à construire ce genre de communauté parce qu'il y avait cette fondation qui était derrière. Donc pour moi, je ne sais pas son succès, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, Daniel, sur le fun. C'est vraiment un facteur d'attractivité fort. On a réussi à avoir des gens qui sont brillants, qui acceptent de travailler avec nous dans des conditions un peu plus difficiles. Quand même, travailler dans le service public, c'est pas évident tous les jours. Et on arrive quand même à s'amuser parce qu'on dépasse les frontières, on dépasse les cadres. On n'a pas besoin de marcher avec des cadrages aussi formels. On peut inventer, on peut créer grâce à ce qui a été fait avant. Ah, intéressant. Peut-être que la réponse à la question, c'est le fun. Bastien, entre autres. Oui, moi, c'est aussi ce que j'avais retenu quand j'ai lu le mail. Mais j'aurais bien aimé que Linus soit là, du coup, parce que... J'ai tenté ma chance, ça n'a pas payé. Que veux-tu? On fait ce qu'on a. Mais moi, ce que j'aurais posé, c'est s'il avait... Enfin, voilà, ce qu'il aurait répondu si on a dit, est-ce que, voilà, essayer de créer, justement, un commun numérique ou quelque chose qui se rapproche de ça. Et je pense que voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'intention qu'il y avait de faire quelque chose de transformant. Ça, je pense qu'il y avait cette conscience-là, mais de volonté vraiment de le construire comme un commun uni, construit, qui va... Enfin, voilà, c'est aussi la question du tremplin. Nous, on construit des communs, mais qui sont plus des ressources éducatives, mais on sait que c'est dur, en fait. Et dès qu'on veut le faire, c'est encore plus dur. Dès qu'on se dit on va créer quelque chose qui va engager une communauté, qui va être partagé, on va mettre des gens derrière. Je vois ce que tu veux dire. Parfois, il faut peut-être juste lancer les... Et moi, c'est ce à quoi me fait penser le mail. C'est j'ai quelque chose... Enfin, voilà, peut-être que c'est vraiment ce que dit le mail, c'est j'ai fait ça sur mon temps libre et on verra bien, quoi. Et c'est sans doute aussi une partie de la raison pour laquelle ça fonctionne. Que les gens peuvent monter dans le bateau après, qui se disent je peux y participer, qu'on vienne pas, on n'est pas venu me chercher, en tout cas pour les personnes qui ont contribué, et à comparer justement avec un modèle aujourd'hui où il y a des gens qui ont la volonté de faire ça, de construire ces communs, et on voit que c'est plus dur. On voit que les GAFAM, ils investissent aussi dans l'open source, dans le commun. On essaye de construire des choses qui sont brandées, communs. On a même des choses, enfin, on a même des produits. Ça devient même une étiquette produit de faire quelque chose d'open. Et c'est sans doute aussi, bon, là, un peu plus perverti, mais plus dur, même de démarrer avec cette idée ou cette volonté de je vais mettre plein de gens derrière. C'est beaucoup plus complexe. Alors que là, on voit que cette histoire-là, elle est belle et elle fonctionne parce qu'elle naît de quelque chose d'un petit peu plus pur qui lance juste. Voilà, qui ouvre une porte et dans laquelle il y a plein de gens qui sont engouffrés après. Merci. On continue du coup à s'interroger. Cette slide, Florian, il n'a pas aimé. En fait, du coup, ce que je me dis, bon, ça c'était un chiffre que je trouvais intéressant. Si on évaluait le coût de développement de la Debian 7.0, ce serait 19 milliards de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a aussi des contributions gratuites, la valorisation du bénévolat, la valorisation de tout ça qui est rentré en ligne de compte. En fait, ça n'a pas coûté ça, mais ça a produit beaucoup de valeur. Moi, ma question, c'est que si on considère que ça coûte moins cher, que ça produit beaucoup de valeur, que c'est vraiment utile pour les communautés, pourquoi, en fait, on ne fabrique pas des communs numériques qui soient vraiment, vraiment ambitieux en France? Et c'est vrai que la question est déplacée parce qu'il y a des gens parmi vous qui fabriquent des communs numériques qu'ils estiment ambitieux. Je vous parle de gros trucs très ambitieux. Alors peut-être que d'ailleurs, l'échelle, c'est pas la France. N'empêche. J'ai 5 hypothèses. Pardon, j'ai ri en les écrivant, mais... Donc je vais proposer à nos invités de réagir sur ces 5 hypothèses. La première, c'est parce qu'on manque de compétences. Au début, j'avais écrit, c'est parce qu'on est hyper nuls. Je suis pas sûre que ce soit vrai. On a dit le contraire à plusieurs reprises parce qu'on a quand même parmi les meilleurs mathématiciens du monde chez nous. Donc, du coup, a priori, peut-être pas ça le sujet. Parce qu'on sait pas animer les communautés, parce qu'on sait pas faire du fun.
ou parce qu'on n'a pas assez de caves et de garages, parce qu'on a peur ou qu'on a la flemme. Est-ce qu'on n'a pas la flemme des fois aussi de documenter, de mettre en ligne, faire du versionning, etc. Peut-être qu'il y a ça, je sais pas. Ou est-ce qu'on a peur aussi, certainement aussi. Parce que le marketing des solutions propriétaires a gagné et que du coup, il y a un moment donné, si on parle du développement de solutions propriétaires dans les logiques, excusez-moi, start-up un peu classiques, etc., on se rend compte que c'est quand même pas le libre qui a gagné la bataille, quoi, dans le discours en tout cas marketing, ou parce qu'on ne sait pas compter, ce qui va avec le pas de compétences, mais parce qu'en vrai, si ça coûte moins cher et que c'est plus performant, qu'est-ce qui nous arrête ? Qui commence ? Et puis on peut peut-être faire une vraie conversation, hein, n'hésitez pas. Allez Daniel, c'est pour toi. Non, Angèle, elle voulait y aller. Bah, vas-y Angèle. Ça va être très bref. En fait, moi, je me pose des questions par-dessus tes questions. Je me dis, surtout sur la quatrième, là, est-ce que le marketing a gagné ? Aujourd'hui, en fait, il peut y avoir deux types de producteurs de commun. Je vais faire hyper gros traits. Mais est-ce qu'une entreprise privée peut vraiment créer un commun ? Parce que la création vient du besoin aujourd'hui. Et une entreprise qui a un besoin, elle va aller acheter. C'est pas elle qui va produire en interne. Alors, est-ce que finalement, la production de commun, elle ne peut pas qu'être... Je dis ça alors que je travaille dans une entreprise privée avec des acteurs privés qui créent des communs. Mais est-ce que la vraie production de commun ne peut pas être qu'entre les mains du public ? Finalement, je pense, ce matin, j'étais en conférence avec l'IGN, qui du coup n'a pas d'intérêt commercial à créer, et dont et l'usage... Pas commerciaux directs, mais on peut dire qu'ils ont quand même des intérêts à... Oui, mais l'usage, il est plus large que juste pour eux. Et donc finalement, est-ce que le commun peut être dans son âme même produit par tout le monde ? Donc voilà, petite question supplémentaire. Et où est-ce que je voulais en venir ? Ouais, en fait, évidemment qu'on a peur parce que c'est trop nouveau, parce qu'on a peur qu'on travaille pour rien et que notre travail bénéficie plus aux autres qu'à nous-mêmes, parce qu'on est dans une logique, une société capitaliste et égoïste, parce que tout ça. Mais peut-être que les questions qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que c'est tout ça, mais c'est comment lever tous ces petits freins, en fait. Ok, Daniel ? Alors, j'aimais bien ton premier carré tel que tu l'avais formulé avant, parce qu'on est nul. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah non, tu dis pas qu'on est nul. Hein. Si. Ah si, ok. On est vraiment nul. On a vraiment un gros train de retard. Aujourd'hui, pour démarrer un projet informatique, si vous êtes informaticien, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'une chaise pour poser votre auguste fessier d'informaticien. Vous avez besoin d'une table pour poser votre laptop, parce que 8 heures d'affilée sur les genoux, c'est pas super agréable. Vous avez besoin d'un ordinateur. Si vous êtes informaticien, vous en avez un. Ou si vous n'en avez pas, vous allez à Carouf. Et l'ordinateur de base pour mettre un Linux et commencer à développer, c'est 300-400 €. En dessous, c'est pas terrible. Vous avez besoin de la connectivité, parce que sans la connectivité, on ne fait rien. Citez-moi une seule autre industrie dans laquelle on peut se lancer et prototyper un software, prototyper un produit pour 400 balles. Ça n'existe pas. Et la France n'a pas encore compris que c'est une industrie à très très forte valeur ajoutée, dans laquelle il faut investir parce que ça crée de l'immense valeur. Ça, c'est le premier point. Ça fait 30 ans que j'explique ça à tous les ministres que je rencontre, y compris tous les ministres de l'économie numérique, sans exception. Ça passe pas. Donc, mais ça passe pas du tout. Le software n'est pas pigé. C'est comme tu disais, les mecs à capuche, t-shirt noir, qui bouffent des pizzas. C'est un modèle libertarien. Là. On les comprend pas. Le software, c'est... Alors déjà, le software, c'est pas seulement une industrie, c'est un art aussi. Il faut avoir une dimension artistique dans le software. Donc, c'est des gens qu'on ne comprend pas du tout. Industriel et art, ça ne va pas ensemble. Et le deuxième point qu'on ne comprend pas, c'est que le commun, j'aime beaucoup le mot commun, je ne le connaissais pas avant de venir. Oui. Moi, je parlais de projet open source, voilà, et de communauté. Le commun, c'est une condition de souveraineté. Quand on va vers de l'open source, on se délie les mains face au vendor lock-in, donc au fournisseur qui vous tient, mais pendant des décennies. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire VMware, mais l'affaire VMware, elle est mondiale en ce moment. VMware a décidé de changer ses licences de perpétuel à souscription. Je ne sais pas ce qu'est VMware. VMware, c'est la plus grande solution de virtualisation au monde.
sans problème. C'est ubiquitaire, il y en a partout, de l'embarqué jusqu'au satellite. Tous les fournisseurs d'hébergement utilisent VMware. Enfin bref, il y en a vraiment partout. Et chez nous, on en a beaucoup. Et ils ont décidé de multiplier les prix entre x4 et x67. Écoutez bien le prix, x67. Donc ça s'est très mal passé. Tout le monde essaye de basculer vers l'open source, mais c'est un petit peu tard, quoi. Quand vous avez des projets critiques, vous ne pouvez pas basculer comme ça. Donc l'open source et les communs, c'est une question de souveraineté nationale, européenne, industrielle, entrepreneuriale, qu'il faut absolument prendre en compte. Et là, on a été nul, vraiment, dans la prise en compte de ce problème. Le problème n'a même pas été évoqué en ces termes-là, en termes de, comment dirais-je, si on n'y va pas, il y a de la crise potentielle devant nous. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Florian, je te vois faire des trucs avec tes yeux. Je sais que ça veut dire des choses, mais je te lis pas parfaitement encore. Non, mais je sais pas. Moi, oui, j'avais réagi sur ce slide parce que je pense que c'est un peu se dire, qu'est-ce que tu appelles commun quand tu dis qu'il n'y a pas de commun ambitieux qui arrive à fonctionner, parce que, en tout cas, évidemment, dans ma petite sphère de développement logiciel, on utilise tous des logiciels libres. Tous nos langages de programmation sont des logiciels libres, ont des communautés énormes. Et tout ce qui permet de construire des services publics numériques ou des services pour des produits sont tous basés sur ça. Donc, nous, on a l'impression que ça fonctionne et que ça régit quasiment l'intégralité du web, même si la face, un peu interface, produit commercial, elle est propriétaire. Donc, il n'y a pas un effet bulle de filtre quand même là-dessus? Ah, Toi, tu n'as pas probablement. l'impression que du coup ça marche parce que tu vois des vrais succès, mais moi, alors après, je le redis, hein, j'ai pas l'impression. Alors, je vois que les choses changent, je vois qu'il y a des compréhensions, mais j'ai pas non plus l'impression qu'en tout cas, ça a embarqué complètement l'opinion publique, ni l'opinion des DSI. Surtout quand tu vas à Ruralitique et que tu rencontres tous les DSI, tu vois, des territoires ruraux, tu te dis, on n'en est pas là, quoi. Ça, c'est sûr que le chemin est encore long. J'ai rien contre Ruralitique. Mais ce que tu dis, Daniel, sur on n'est pas encore, on est nul, on a pris un train de retard. Je pense que justement, on l'a pris ce train. Il y a déjà là, dans la feuille de route du numérique de l'État, il y a marqué que la souveraineté de la France, elle passe par du logiciel libre. C'est écrit en toutes lettres. Ça, c'est vrai. Et on a galéré pendant des années pour en arriver là. Donc, je pense que on est en train d'essayer de commencer à le faire. En tout cas, c'est en train de commencer effectivement dans des bulles encore. Je pense que la bulle qu'on a créée à la direction interministérielle du numérique, c'est vrai qu'on se rend compte quand on en sort qu'on a un petit terrain d'avance peut-être, mais on s'en rend compte aussi en sortant de la France. Quand on va voir des autres pays en Europe et qu'on essaye de construire avec eux en partant de là où on en est, on se rend compte qu'ils en sont encore à l'étape d'avant. Donc j'ai pas encore trouvé, moi, d'endroits où les communs numériques, c'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur sans précédent comparé à ce qu'on est en train de faire en France. Donc je pense que oui, en général, si on se dit qu'il y a un idéal à atteindre, alors oui, on en est très loin, mais on a quand même pris le pas, et j'ai l'impression qu'on est en train de construire, au sein en tout cas du service public, quelque chose qui est ambitieux et qui est justement construit sur des bases pérennes. Mais ok, alors je refais ma phrase. Pourquoi on ne fabrique pas plus de communs numériques ambitieux en France? Ça dépend ce que tu appelles comme un numérique ambitieux. Est-ce que c'est remplacer Twitter? Est-ce que c'est remplacer Wikipédia? Mais par exemple, je vais te donner un exemple concret. T'es prêt? Quand on a voulu penser la question des outils numériques de NEC, en fait, on s'est posé des questions de solutions libres. Là aussi, j'ai essayé d'emmerder la terre entière, tout ça. On a fini par travailler avec des gens très bien, que j'aime beaucoup. Et donc, on a misé sur une solution qui, en fait, de billetterie, qu'on a dû chercher beaucoup, qui est allemande, mais le code n'a pas de frontières, hein, qui s'appelle Pretix, pour information, qui est un commun numérique. Mais par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de choses qui existaient et que du coup, en plus, tu vois, on a utilisé la version SaaS parce qu'on n'a pas redéveloppé, parce qu'après, il y a des questions économiques qui sont posées par ça. Mais même sur la question, par exemple, de l'outillage événementiel, il y avait quelque chose qui avait été produit par l'Assemblée virtuelle qui s'appelle Noé, mais ça reste quand même des choses un peu... Enfin, je les aime beaucoup, hein. Mais je ne sais pas s'ils sont dans la salle, ils vont pourrir, mais c'est un peu fragile, quoi. T'es allé chercher en Allemagne, c'est quand même pas très loin en France pour Pretix. Ouais, Pretix, Je pense que c'est sûr que si on se dit pourquoi la France spécifiquement n'arrive pas à construire de commun, on se trompe de cible. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit européen, soit mondial. Si on veut arriver à faire quelque chose qui est justement toi, en tant que non-développeuse, tu puisses t'en saisir et créer ton événement à ton image grâce à ce logiciel,
il faut que ça soit un produit qui est beaucoup plus largement adopté. Et c'est quelque chose il faut qu'on arrive à dépasser cette histoire de bah oui, la documentation elle est écrite en allemande. C'est pas, on peut largement se dépasser ce biais, je pense. Ça me fait, excuse-moi, je reprends la parole une seconde. Le principal problème qu'on a, et là je vais parler, je suis désolé, je suis un peu plus corporate, c'est le recrutement. Le recrutement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est peut-être le manque de compétences, pas de talent, Ouais, non, quoi. La question, c'est Non, c'est pas pourquoi ça. nous ne fabriquons pas des communs numériques ambitieux en France? Et c'est une question de souveraineté du pays. Vous voulez garder les informaticiens, il faut qu'ils aient des trucs à faire intéressants ici. Et si on utilise des logiciels faits ailleurs, oui, très bien, ils sont contributeurs. Mais ce n'est pas leur logiciel, ce n'est pas leur projet. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Créer un écosystème de valeur dans le software, qui est l'industrie à plus grand retour comparé à l'investissement initial, c'est pas ça. Il faut favoriser l'écosystème du software créé ici pour retenir nos ingénieurs, pour élever le niveau de plusieurs ordres de magnitude, et que vous ayez, vous, dans l'État, à disposition des ingénieurs de haut niveau capables de créer des communs de classe internationale. Dans les communs français, excusez-moi, mais les pépites, il n'y en a pas beaucoup. Je parle de classe internationale. Vous avez VLC, oui, très bien. VLC a été créé à l'école centrale. Mais citez-moi beaucoup plus qui soit connu internationalement, il n'y en a pas. Il y en a très peu. J'ai entendu Oui, Docker par des Français, mais maintenant il n'est plus là, hein. Il n'est pas resté. Donc, et il est parti très 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 vite à San Francisco, Docker. Donc, comment est-ce qu'on garde nos communs ici? L'entreprise qui va se mettre dessus sur un modèle d'open source et de communauté, comment est-ce qu'on les garde? La question sous-jacente là, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur sur la base des communs? Et là, on n'est vraiment pas bon. Benjamin, sur la valeur. Alors, j'avais juste une remarque à faire avant. Sur la question des communs ambitieux, je pense qu'il y a cette idée souvent que bigger is better, en tout cas que tout ce qui est plus gros, ou plus Non, c'est mais gros, d'accord, mieux je suis d'accord, c'est une question de merde, mais il fallait bien lancer Non, la mais discussion. et ça me va, mais je pense que après on fera le lien avec les enjeux de cybersécurité. La monoculture qu'on a derrière Microsoft Windows est l'une des raisons pour lesquelles, quand il y a un bug, le monde entier affiche des écrans bleus. Et on voit, c'est qu'un exemple. Alors qu'à l'inverse, je pense qu'on peut raisonner à des échelles plus petites pour avoir des projets qui sont plus résilients, qui sont plus soutenables, techniquement, mais aussi humainement. Et pareil, c'est un sujet qui serait bien qu'on aborde. Concrètement, les humains qui sont derrière les projets, comment est-ce qu'on en prend soin, même pour des grands comptes hein, ou des acteurs publics. Et ça, c'est des sujets qui ne sont pas souvent abordés, peut-être de plus en plus compris, mais pas suffisamment. Et ensuite, ce que j'allais dire, c'est que, pour répondre notamment, en tout cas réagir à ce que disait Angèle, il y a de plus en plus d'acteurs privés qui comprennent que l'enjeu, eux-mêmes sont utilisateurs et font un usage stratégique de certain nombre de projets qui ne sont pas forcément open source ou qui peuvent l'être, mais avec une gouvernance qui n'est pas condamnable, qui n'est pas celle d'un commun, et qui en ressortent pour essayer avec d'autres acteurs, je pense au TOSIT, donc il y a une association des grands utilisateurs de logiciels libres, qui réunit des acteurs, c'est la SNCF, c'est la Société Générale, c'est Crédit Mutuel, il y en a plein d'autres, et pour, lorsqu'ils ont un choix commun, faire en sorte que ce projet devienne un vrai projet open source avec une gouvernance partagée. Et ça, c'est à leur échelle, c'est pas des communs shiny, c'est pas énorme, c'est pas, je sais pas si c'est ambitieux, mais en tout cas, ça répond à leurs besoins. Et je trouve que on a en France, on a la chance d'avoir des initiatives comme ça. Et moi, je pense que c'est pas une solution non plus que ça soit que le secteur public qui s'occupe des communs. Je pense que c'est important que l'intérêt général soit pris en compte dans l'intérêt des communautés. Parce qu'effectivement, le numérique est important et encore une fois, on peut refaire le lien avec les enjeux de sécurité. Bon, là, du coup, je finis par essayer de répondre à la question que tu m'as posée à l'instant. Moi, la question de la captation de valeur, en tout cas de la valeur qu'on peut en tirer, ça rejoint le sujet de où sont les communautés qui participent à la gouvernance des projets. Henri Verdier, qui n'est pas là aujourd'hui, il est là. Bon, bonjour Henri, c'était... Bon. A beaucoup travaillé sur cette fondation des communs, fondation de l'open source à l'échelle européenne. Je pense que ce sont des vrais sujets de réfléchir, pas au logiciel, au statut de logiciel, mais à où sont les acteurs, les individus, les organisations, et donc aussi les compétences, et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ait cette capacité de réagir en cas de crise. Et bon, s'il était là, il pourra en parler directement, peut-être qu'il le fera tout à l'heure, s'il est là. Mais donc, je converge aussi sur cette idée qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir de comprendre la valeur que les communs peuvent avoir, mais aussi
parce qu'on a les personnes avec les compétences, qu'on a les acteurs économiques qui sont derrière. Et l'Europe pousse de plus en plus sur ces sujets. Angèle? Pas longtemps. Peut-être que le problème dans ta question, il est sur le mot ambitieux, parce qu'en fait, créer des communs, on le fait, et vouloir être trop ambitieux tout de suite, trop tôt, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de produire quand il y a un besoin, et si on veut faire tout de suite quelque chose de très très gros, ça prend aussi trop longtemps, et du coup, on va acheter parce qu'on a besoin rapidement, plutôt que de construire et de se donner le temps de construire, même si on a les talents nécessaires et les bons acteurs autour de la table et la bonne gouvernance, on n'a pas le temps. Donc déjà, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et puis aussi, on en parlait, on en a parlé dans les conférences de ce matin. Donc déjà, de la notion du care, c'est des choses qui sont de mieux en mieux abordées, protéger les communautés de producteurs, mais aussi de la notion de ne pas produire quelque chose de fini, parce qu'en fait, tout ce qu'on observe dans les communs, c'est qu'un commun fonctionne quand une communauté y participe, et pour qu'une communauté puisse y participer, il faut qu'il y ait des choses à faire. Et si on produit quelque chose de méga ambitieux dès le départ, de super shiny, lisse, beau et compagnie, finalement, on se place dans une position de presque de distributeur, enfin d'éditeur logiciel. Donc voilà, l'idée c'est pas forcément de produire, de se dire je vais faire quelque chose d'ambitieux, c'est je vais faire quelque chose dont j'ai besoin et derrière une communauté va se créer, peut-être toute seule comme tu le disais, et c'est ça qui va faire que mon commun va devenir une référence potentiellement mondiale. Et après évidemment la question de le garder chez nous, ça c'est encore un autre sujet. Bastien, toi, t'es sur un projet ambitieux de commun? Oui, mais justement, voilà. Mais c'est la merde. Comme ça. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais en plus, on s'est posé ces questions-là. Donc, pour expliquer un peu, on est en train de créer un LLM, un grand modèle de langage ouvert, donc en emploi et de la totalité des données d'apprentissage dédiées à l'éducation. Et quand on regarde, sur le principe, on peut se dire, oui, c'est un besoin général. La manière dont on le fait, elle peut être assez universelle, et de pouvoir dire, c'est pas juste quelque chose qui est commandé parce que financé par la BPI ou qui est attendu par l'éducation nationale en France. Techniquement, ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Mais si on se dit ça aussi, voilà, on va tomber, pour moi, un peu dans ce piège-là du numérique ambitieux directement. En fait, cette mauvaise question que peut-être, voilà, on disait que Linux, c'est peut-être pas posé. Par contre, il faut qu'on pose les moyens de le maintenir. Donc, en fait, dans la manière dont on le construit, réellement, dans la manière dont on ouvre, dont on documente, la capacité justement d'ouvrir la porte pour que les gens puissent y rentrer, éventuellement que ça fasse autre chose. Et je pense aussi de ne pas construire quelque chose qui soit forcément complet ou projeté dans un usage qui devrait répondre à tout. Ce qu'on essaye de poser, c'est vraiment quelque chose qui soit fonctionnel pour des tâches éducatives, en français, ciblé, un modèle de petite taille qui réponde à des besoins concrets. On ne se dit pas, on va être le nouveau ChatGPT de l'éducation. Et on sait qu'on ne pourra sans doute pas le faire, c'est pas l'objectif. Par contre, de se dire, est-ce qu'on arrive à faire un noyau suffisamment solide d'un grand modèle de langage ouvert qui puisse être utilisé après par des EdTech et qui vont devoir le retravailler, se l'approprier, éventuellement justement leur donner aussi les moyens de documenter ça, de le partager ou de créer des fonctionnalités qui sont prévues. On veut un modèle de petite taille, on veut un modèle pour faire du RAG et soumettre des documents, justement parce qu'on sait que c'est aussi un des besoins et sans doute le plus intéressant des IA génératives en éducation. Ces choses-là, elles pourront tenir. C'est-à-dire, c'est des variations. On se dit pas, c'est de notre responsabilité à tout prix de faire ça. Par contre, donner les moyens à la communauté ou aux gens avec qui on va travailler de pouvoir réaliser ça et de le rendre disponible, c'est un peu l'enjeu. Donc, je pense que moi, le mot que j'aurais retenu, c'est, j'aime bien ton mot, tu as cité peur plus que flemme, mais c'est aussi parce que c'est lié à l'incompréhension. En fait, on a peur parce qu'on se projette. On se dit, on veut absolument faire un truc incroyable qui va fonctionner. On veut faire le nouveau, la nouvelle équivalent grande solution ouverte. C'est sans doute pas la question qu'il faut se poser. Parce qu'on voit aussi que en face, il y a de l'incompréhension. On parlait des élus locaux, de se dire, oui, mais cette solution-là, je la connais pas, ou c'est pas l'équivalent de Microsoft. Ouais, est-ce que ça va suffisamment bien marcher? Et tous ces gens-là, en fait, essayent de répondre aux représentations qu'ils pensent que les autres ont. Et du coup, ça met beaucoup de contraintes et sans doute beaucoup de freins et d'incompréhension, plutôt de se dire, voilà de quoi j'ai besoin, moi je peux faire cette brique-là et on va faire que ça et on va avancer. Et d'autres prendront le relais. C'est un peu l'idée de confiance aussi dans la communauté. Daniel, tu veux compléter, je crois. Un tout petit point, je pense qu'il manque un carré.
Alors, tu as parlé de Il la... manque un carré, Ouais, déjà il y en a manque un plein. carré. Il y en a plein, mais il manque un carré. Tu as parlé du prix des biens. Ouais. De la valorisation. Ouais, la gratuité, ça n'existe pas dans le software. Arrêtez de rêver. Ça n'existe pas. Le gars qui démarre un projet, il ne mange pas des lignes de code et des URL. Il est payé par quelqu'un, il a un salaire. Bon, s'il n'en a pas, il cherche à en avoir. Mais quand il démarre son projet, soit il travaille pour une entreprise qui lance un open source, soit il est payé. Donc la gratuité, ça n'existe pas. Et notre problème en France, c'est qu'on ne sait pas valoriser un individu. On pense en termes de notre contact en face, c'est une entreprise, c'est un freelance enregistré, c'est une SARL, c'est un auto-entrepreneur, mais on ne pense pas individu. Aujourd'hui, comparé à d'autres pays européens ou nord-américains, je n'ai pas, moi, chez Thales, aucun moyen financier et fiscal de sponsoriser un projet open source détenu par un individu. Ça n'existe pas. Tu peux pas sortir des sous de Thales pour les donner au commun. Bah non, je peux pas. Bah, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je peux pas filer du pognon. J'ai un exemple très important. Moi, quel que soit le navigateur web que vous utilisez, qu'il soit sur Android, sur iPhone, sur votre ordinateur, vous avez du code à moi à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une vraie disruption. Il y a un Suédois qui s'appelle Andreas Kling, qui est un ancien toxicomane, très lourd, qui sort de réhab. Et dans sa réhab, il s'est mis au code. Et il s'est mis, comme Linux, il a créé un operating system. Et dans l'operating system, il voulait faire l'operating system de A à Z avec toutes les applications, y compris un navigateur. Et c'est ce projet-là qui décolle le plus. Parce que c'est le navigateur web, c'est l'objet le plus complexe. C'est plus complexe que l'operating system. Ça implémente des centaines et des milliers de standards. Et si ça plante tout de suite pour tout le monde. Ça casse pas juste l'OS, ça casse le monde entier. Et Andreas Kling a reçu de manière non sollicitée récemment des sponsorings énormes d'individus, mais aussi d'entreprises. Il est un individu, il n'est pas structuré en entreprise. Il a pu embaucher des gens. Quand je dis embaucher, excusez-moi, sponsoriser lui-même d'autres contributeurs open source. Là, on a quelque chose à créer, je pense. Parce que si on fait ça en France, on supprime le problème de comment je mange mes pâtes le soir. C'est bien gentil, encore une fois, un développeur ne bouffe pas des URL et des lignes de code. Il ne bouffe pas des GitHub issues. Donc là, l'État peut se mettre dans un mode... encore une fois, je reviens à l'industrie à plus grand ROI basé sur 400 balles pour se lancer. On peut créer un écosystème avec des mesures de faible amplitude, probablement. Certes, un petit peu compliqué à gérer. Qu'est-ce que c'est un individu fiscalement parlant ? Oui, t'as qu'à te mettre en auto-entrepreneur. Ouais, vous êtes gentil, mais le gars, là, il veut me faire un sponsoring. J'ai pas le temps de faire la procédure. C'est maintenant, là. On est trop lent. Donc, faisons quelque chose comme ça. Vous verrez qu'on va débloquer des communs en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution ultra simple qui permettrait à vos employés de travailler sur leur temps de travail, payés par vos entreprises, à la contribution ? Et là, du coup, il n'y a plus de problème. Mais ça, c'est le cas, c'est ça que tu veux dire ? Ou pas ? Non, ça c'est pas pareil. C'est pas de cela que je parle. Ça, pour moi, c'est les communs qui sortent du monde entrepreneurial ou du monde gouvernemental ou paragouvernemental. C'est-à-dire que c'est presque de la demande. Hein, attention, ils ont un intérêt pour les projets en cours. Non, là, je vous parle du truc qui sort comme Linux. L'exemple, c'était Linux. C'est un mec qui est dans sa chambre, il a envie de faire quelque chose. Comment est-ce qu'on assiste ça ? Ouais. Florian. On a un modèle qui est assez intéressant, je trouve, avec les bug bounty qu'on a dans l'État. On utilise la plateforme YesWeHack, on a des contributeurs anonymes à qui j'arrive à verser de l'argent parce qu'ils me font des contributions sur mes... Comment tu fais ? Il y a un intermédiaire, évidemment, c'est pas moi, j'arrive jamais à je rejoins vraiment, là, il y a un problème de financement de ce genre de choses, il faut vraiment qu'on arrive à craquer le sujet. Mais bon, c'est un sujet complexe et il faut un fort portage politique, je suis d'accord. Mais on voit qu'effectivement, quand on arrive avec un intermédiaire qui, dans la cybersécurité, nous garantit en plus l'anonymat de la personne qui a contribué, on arrive à financer de la cybersécurité grâce à des contributeurs dont on ne sait pas du tout d'où ils viennent et qui nous apportent vraiment beaucoup de valeur. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient dire... On a des logiques très classiques, vous savez, une entreprise, des salariés en effet qui portent un commun, etc. En fait, peut-être qu'en effet, cette production de commun, elle est complètement distribuée par différentes entreprises, mais aussi par des individus. Et donc, en fait, si on veut pouvoir faire quelque chose de massif,
pour ne pas dire ambitieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir des moyens de valoriser cette communauté. Et peut-être que c'est quand même la case numéro 2. C'est pas parce qu'on ne sait pas les animer, c'est peut-être aussi parce qu'on ne sait pas les valoriser, quoi. Sur Yes We Hack, on a quand même des bounties à 20 000 €. Si jamais quelqu'un nous fait une découverte d'une faille importante sur France Connect... Ouais, donc ça veut dire qu'on y arrive déjà, mais on pourrait essayer de le craquer de manière plus générale, c'est-à-dire au-delà du hack, c'est-à-dire sur de la contrib. Et Oui. En complément à ça, je pense qu'il y a un enjeu qui est de savoir ce qu'on utilise, que les organisations, que les institutions, les administrations aient conscience de l'ensemble des logiciels, des composants, des dépendances qu'ils utilisent dans le cadre de leur environnement. Et derrière ces logiciels, de qui sont les gens, les humains, Bah oui. et éventuellement de leurs besoins. Parce que, en fait, bon, je fais un peu le lien avec le sujet cyber, mais en tout cas sécurité. Mais s'il y a un individu qui développe une bibliothèque qui est utilisée par 100 composants qui eux-mêmes sont utilisés par 100 solutions qui sont utilisées par 1000, on voit bien que cet individu, le jour où il arrête, soit il fait une bêtise, soit il décède, soit peu importe. Et en fait, ça arrive, parce que souvent, c'est des gens qui ont du mal à en vivre. Tout s'effondre. Et les plus grandes failles de sécurité qu'il y a eu dans l'open source, c'est des situations comme ça. C'est parce qu'en fait... C'est parce qu'il y a de la dépendance. Oui, mais c'est comme ça qu'on développe maintenant. C'est pas forcément une mauvaise chose, sauf qu'on n'en a pas conscience. En fait, on n'a pas une conscience ou une prise en compte de la soutenabilité des projets desquels on dépend. Et oui, on peut parler de Log4j, on va y venir. Mais et ça, je pense que c'est un vrai enjeu à l'échelle de chaque organisation. L'Europe le fait. On avait parlé d'un projet qui s'appelle FOSSEPS, dans lequel ils ont cet objectif d'identifier l'ensemble des composants open source qui sont utilisés par l'ensemble des cartographie. administrations Faire une cartographie sémantique, faire un web sémantique. Non. Un quoi? Software Bill of Material. Ouais. Ah ouais, ok. Mais donc, ça veut vraiment d'avoir l'échelle de l'ensemble des administrations, donc tous les acteurs publics de toute l'Europe, de tous les composants open source qui sont utilisés, et de la dimension stratégique. Est-ce que c'est utilisé par un ou est-ce que c'est utilisé par 1 million d'acteurs publics, et du type d'utilisation. Est-ce que c'est nécessaire à l'activité? Est-ce que ça concerne toutes les données? Et ensuite de pouvoir... Mais on l'a la donnée de savoir... Mais en fait, c'est là où c'est super compliqué. C'est en train de se faire. Donc il y a vraiment maintenant, de l'échelle française, on est assez bon déjà pour... ne serait-ce qu'agréger l'ensemble des codes qui ont été diffusés par l'ensemble des administrations. Donc la France est parmi les meilleurs à l'échelle européenne. Redis-le. Cette question est complètement obsolète. Mais on sait, Florian. Donc, mais c'est une question culturelle. En fait, c'est vraiment, il faut comprendre tout ça et ensuite pouvoir agir au bon endroit et à la bonne échelle. Je vois très bien. Bastien, tu avais un truc à dire et après, on passera peut-être sur la séquence d'après. Je voulais juste compléter par rapport à la valorisation, parce que là, on parle de programmation, on parle de code. C'est déjà difficile pour des gens qui font du code et qui correspondent justement à des outils, on va dire que sur la partie numérique. Mais pour moi, un commun numérique, c'est pas que ça. Et il va y avoir d'autres gens impliqués qui ne sont pas nécessairement des devs. C'est ça, et qui n'ont pas forcément ni la culture, et pour lesquels ça va de nouveau être compliqué de pouvoir les rémunérer, les valoriser. Nous, on fait des ressources éducatives libres, donc on a besoin d'enseignants. Payer des enseignants pour faire des jobs qui font en plus, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc on fait des détournements, on passe par... des détournements de fonds. On essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions. On bosse avec des assos justement d'enseignants. On essaie de faire... Parce qu'on ne peut pas. Et même eux sont même pas... ils sont même pas habilités et ils sont pas le droit, normalement, même. Leur contenu ne leur appartient pas. Donc nous, c'est la première déjà frontière qu'on a. C'est si on produit un commun même pédagogique, à partir du moment où c'est un enseignant du supérieur, non pas du supérieur, mais un fonctionnaire, voilà, il va pas être responsable, on va dire, des licences qu'il peut donner. Donc ce commun-là, il est déjà un peu biaisé. Donc quand on construit des choses un peu compliquées, on se dit, on fait un MOOC, mais on va mettre notre MOOC sur FunMOOC. C'est super, mais c'est séquencé, on a du mal à faire sortir les contenus, à les imprimer, à trouver les activités, justement à partager, à faire en sorte que la communauté éducative puisse se les approprier. Donc on a créé une plateforme avec l'INRIA, basée sur un GitLab, pour mettre tous les grains pédagogiques accessible avec un moteur de recherche, faire de la traduction dans n'importe quelle langue beaucoup plus facilement, tout en Markdown, qui puisse être renvoyé vers un Moodle, qui puisse être renvoyé vers la forge numérique. Ça, c'est des choses qui sont... on est exactement sûr, on rencontre un besoin, on le crée et on est en train de... on a créé cette petite brique-là qui va servir peut-être effectivement pour d'autres projets comme la Forge, mais les contributeurs là-dedans, il n'y a pas que des devs. Et les enseignants, les ingénieurs pédagogiques, les
voilà, les enseignants qui voulaient des outils de communauté qui ont participé, Je vois très bien. reste compliqué. Du coup, je suis en train de me dire que pour le craquer, il y a peut-être une organisation à monter qui puisse faire ce genre de choses et qui fasse l'intermédiaire, mais ça, c'est une autre affaire. En fait, Florian, je crois que ça repose la question de notre discussion qu'on a eue par téléphone, où on a comparé, je ne sais pas si tu te souviens, on parlait des infrastructures, la création de grosses infras, de gros systèmes, etc. Et toi, tu disais, oui, mais en fait, il faut peut-être aussi tenter des choses, il faut peut-être être plutôt dans quelque chose de plus... de moins massif. Tu vois à quoi je fais référence dans notre discussion? Oui, peut-être. Je vais essayer de trouver la partie. Non, je vois pas du tout, mais j'y vais. Oui, je pense que, pour revenir sur ce que tu disais aussi, on n'est pas obligé de voir en plateforme unique quand on crée un commun numérique. Et nous, on sait qu'on déploie des services dans l'État, on sait on contribue. Donc on a fait beaucoup de chemin depuis quelques années. Et on sait maintenant comment essayer d'arriver sur un projet qui est en train de naître, comment est-ce qu'on peut y contribuer sans rouler dessus, parce qu'on arrive avec plein de besoins qui sont très spécifiques à l'administration. Donc comment est-ce qu'on limite nos contributions, on ne diverge pas de la source initiale, et on arrive comme ça à contribuer de façon assez petite à ces logiciels et surtout à les opérer à notre niveau. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire par là, c'est de rendre possible la collaboration de d'autres. Et on se dit qu'en fait, on ne va pas l'opérer pour tout le monde, ce qu'on avait au début imaginé. Et on va essayer de l'opérer pour notre cercle à nous, donc les agents publics des administrations centrales. Et on va essayer d'aller chercher d'autres personnes qui créent d'autres infrastructures et qui vont reprendre nos modèles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, je pense, passer à l'échelle, parce que on va pouvoir tous contribuer de façon assez... Si les gens refont ce parcours et se disent oui, je peux contribuer, je ne vais pas faire mon propre fork dans mon coin, développer mon propre client Matrix, et je vais plutôt utiliser une messagerie instantanée que tout le monde utilise, et je vais contribuer à cette messagerie pour qu'elle reste libre, parce qu'il y a toujours des velléités de refermer. Eh ben, on peut réussir à lancer plein de petits nœuds qui sont décentralisés et qui vont former au final une messagerie instantanée de grande taille. Alors ça, c'est juste l'exemple, et après, on passe à la suite. Toi, tu utilises Matrix aussi à Thales, du coup. Et t'as forqué? Alors, la réponse est un peu compliquée. Vous imaginez bien que Thales, on ne fait pas du site web. Toutes les cartes à puce que vous avez dans les poches, c'est en général du Thales. L'identité numérique, c'est du Thales. Quand on sécurise des échanges bancaires, c'est très souvent du Thales à base de chips. On fabrique des processeurs. Tu veux dire que tu fais pas que des missiles? On fait aussi des codes pour le Rafale, pour des frégates, pour des satellites, pour des fusées. Bon, on fait plein de choses. Donc, à l'intérieur de Thales, il y a quand même des choses qui sont un petit peu sensibles. Donc, on n'utilise pas Slack à mon grand dame. Je préfère être sur Slack que sur les autres produits concurrents, même open source, parce que Slack a quand même une équipe UI. Waouh, c'est du très lourd. Pardon ? Ouais, non, mais c'est pas donné en plus. mais nous, notre problème, c'est pas ça. C'est que si on écrivait quoi que ce soit sur Slack, c'est dans les mains de la NSA dans les 10 minutes qui suivent. Donc, et ce n'est pas un délire paranoïaque. Nous avons déjà eu des marchés perdus parce que quelqu'un a écrit quelque chose dans un espace contrôlé par une entreprise américaine et nous avons perdu le marché. C'est bizarre. Bon. Ils se sont positionnés juste un tout petit peu en dessous, alors qu'avant, ils étaient juste au-dessus. Donc on sait qu'on est lu. Donc on utilise un truc qui s'appelle Citadel, qui est fait par une boîte qui est désormais acquise par Thales, qui s'appelle Aircom, oui, qui est sur base de Matrix et Element. Je vous avoue qu'en termes de UX, ça lag un peu, pour être très poli. Mais ça lag un peu beaucoup, quoi. Hein. Franchement, on est très, très, très loin derrière une solution commerciale comme Slack. Alors, c'est un des soucis des communs. Hein. C'est comment suivre, comment avoir des gens qui font pas que du code, qui font de la UI, qui font de l'ergonomie, qui pensent vraiment usager. Faire un truc de geek pour geek, bah, ça donne Matrix. Hein, à la base, où ça donne, je sais pas si vous utilisez Keybase pour échanger des clés, mais discuter dans... La CNIL conseille l'utilisation de Keybase. Utiliser Keybase, et il y a pire, pour la gestion des mots de passe, il y a KeePass qui est recommandé par l'ANSSI. Ah non, c'est KeePass, t'as raison, c'est pas KeePass qui a été certifié. Ouais. Alors KeePass, c'est la preuve d'existence du diable. En termes de UX, c'est affreux. C'est affreux, je veux dire, c'est un truc de geek pour geek. C'est, comment il s'appelle, c'est The Gimp, mais il y a The Gimp il y a 10 ans, quoi. C'est-à-dire que pour dessiner un carré, on ne sait pas comment faire.
C'est pareil, KeePass, c'est ça. Moi, j'ai bossé chez Dashlane, qui est français aussi. Ça n'a rien à voir. Le problème des communs, encore une fois, je reviens à la question, pourquoi nous ne fabriquons pas? La question, c'est pas pourquoi nous ne contribuons pas, c'est fabriquons pas. Et pour fabriquer, ça demande beaucoup de ressources. Initialement, le Linux, qui faisait ça pour le fun, quand ça a commencé à décoller un peu, il a dû passer 25% de son temps, c'est son propre chiffre, à la gestion de la communauté. Et ça, faut pas l'oublier, c'est un bouffeur de temps. Donc au moment où ça commence à grandir, c'est toujours l'owner, le fondateur qui a les mains de la communauté. Et donc ses contributions en code et en gestion du code pur, elles diminuent au début. Donc la courbe, elle est comme ça. Donc comment est-ce qu'on favorise tous ces trucs-là? Il faut aider. Du coup, on a dit le mot, la question de la résilience, parce que quand on parle de sécurité numérique, tu l'as très bien dit, en fait, il s'agit avant tout aussi de robustesse. Et peut-être de notre capacité à réinstaller rapidement, maintenir un certain nombre de systèmes quand même fonctionnels en cas de rupture de service, etc. Du coup, je suis allée lire des articles sur les failles de sécurité de Linux. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Ce que j'ai quand même compris, c'est qu'en fait, eux aussi, ils ont des problèmes de sécurité. Ils en ont plus maintenant. C'est-à-dire, plus il y a d'usage, plus il y a de problèmes. Et quand ils étaient encore un peu confidentiels, évidemment, en gros, plus vous êtes exposé et plus du coup vous êtes attaqué. On est d'accord sur le constat? Ouais, à peu près. Et la résilience, c'est la capacité d'un écosystème à se rétablir après une perturbation extérieure. L'avantage de Linux, c'est même s'il est plus fragile en termes de sécurité, a priori, on peut aussi... plus fragile qu'avant, etc. S'il est fragile en termes de sécurité, on me regarde pas comme ça. Je ne voulais pas dire qu'il était plus fragile que le reste. Mais on doit pouvoir quand même le réinstaller assez rapidement. On doit pouvoir le remettre en place assez rapidement. Donc, est-ce que vraiment l'utilisation des communs, c'est la question initiale qu'on s'était posée, peut nous aider à améliorer notre résilience numérique pour de vrai, c'est-à-dire, c'est bon, on a compris, mais pas que la question cyber pure. Hein. Et si oui, pourquoi / comment? Allez-y. Et ça, c'est le sujet qu'ils avaient vraiment bossé. Donc, tout le reste... Non, moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. Donc, je peux vous dire par l'exemple. Après, je laisserai les autres raconter. Mais mon exemple, c'est vraiment... On a fait cet investissement fort sur Matrix, justement. Une techno un peu plus lente, un peu plus nouvelle, mais basée sur un commun qui était complètement distribué avec une fondation qui en fait la publicité et puis la gouvernance. Et on se rend compte que cette entreprise, elle est en tension, elle est concurrencée par Slack, elle est concurrencée par d'autres outils qui sont beaucoup plus performants, qui ne sont pas chiffrés de bout en bout, qui ont fait d'autres choix d'ergonomie, et que cette entreprise, elle a envie de trouver un nouveau modèle économique. Donc elle vient nous voir en nous disant qu'elle allait changer les règles du jeu. Donc nous, on a déjà mis une centaine de milliers d'agents dessus, on n'est pas trop fan de changer les règles du jeu en plein milieu, et on se rend compte qu'en fait... si on investit de notre côté au lieu d'investir sur cette entreprise, il y a une chance qu'on tienne la route. Donc on a repris le code, on a boosté l'équipe, on a mis une dizaine d'ops pour réussir à opérer nous-mêmes la solution, et on s'est passé de marché public avec cette entreprise pendant 1 an, le temps qu'on arrive à rétablir un dialogue qui est à peu près sérieux sur comment est-ce qu'on veut travailler avec l'État français. Donc je pense que oui, concrètement, cette résilience, elle est permise par les communs parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. On est passé à ça, de perdre tout ce qu'on avait construit pendant plusieurs années sur des écosystèmes. Alors que, à contrario, sur une solution qui avait été dès le départ choisie comme fermée, si on veut en sortir, on est bon à retrouver tous nos utilisateurs les uns après les autres, leur expliquer pourquoi est-ce que oui, on va construire une nouvelle solution, non, on ne peut pas retrouver leurs données, oui, c'était un logiciel fermé. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins agréable. Et c'est, je pense, ce qui a fait qu'on a pris autant de retard. C'est qu'à chaque fois, ces solutions fermées, elles arrivent à un moment où soit elles se font dépasser, soit elles réinventent la roue, et on doit migrer tous nos utilisateurs ailleurs. Donc là, on se dit que déjà, il faut qu'on garde la main sur nos utilisateurs. On est en train de construire un autre système qui est à peu près similaire à France Connect pour pouvoir garder nos utilisateurs à notre portée. Qui s'appelle ?
C'est ProConnect, mais c'est pas. Il y a des stickers dans une tente, si vous voulez, et on a toute une équipe de BizDev qui pourra vous expliquer pourquoi c'est le futur. Nous, tout notre axe, c'est justement cette résilience numérique. J'allais dire tout à l'heure, je pense que le constat que l'open source maintenant est partout et utilisé par tout le monde, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Et donc toutes les solutions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, utilisent de l'open source. Et même la majorité des boîtes qui se créent maintenant, pour elles, l'open source, c'est pas une difficulté en soi. Ils vont chercher, ça va être une manière de se développer différemment. Et l'enjeu des communs, c'est pas le pourquoi, c'est le comment. Pour moi, en fait, c'est justement une fois qu'on sait que tout le code peut être ouvert et que il y a cette possibilité de le réutiliser, c'est comment est-ce qu'on va être en capacité de, alors j'en reviens, de prendre en compte les humains qui sont derrière le code qu'on utilise, mais aussi dans les organisations sociales, donc les sociétés, d'un point de vue justement des négociations entre l'État et un acteur privé. Effectivement, quand si l'État se fait étrangler parce qu'il a fait un choix stratégique qu'on lui dit demain, il faut payer tant. C'est pareil pour les grands groupes, on parlait d'Oracle, on parlait de VMware ou autre. En fait, il y a des situations qui ne sont pas soutenables et qui imposent de réagir en se disant on va travailler sans vous, on va travailler avec vous, mais différemment. Et donc de proposer des modèles qui sont plus proches des communs. Et pour la question de est-ce que les communs sont un terreau dans lequel il faut se poser ces enjeux-là, faut aussi voir que c'est une surface d'attaque beaucoup plus facile. En fait, on va sur GitHub, on prend un projet, on regarde le nombre de projets qui en dépendent, et on se dit c'est ici qu'on va commencer à attaquer. Et quand je dis on, c'est pas forcément des entreprises ou des individus ou des hackers dans leur cave, c'est des États. C'est des pays, c'est des puissances qui vont utiliser en fait cette capacité du numérique pour venir introduire une faille. Parfois, c'est du travail qui se fait sur des mois, voire des années. Et la faille, elle se fait en introduisant des personnes. Mais comme de l'espionnage de manière générale, c'est quelqu'un qui va venir contribuer petit à petit et qui, au fil de l'eau, va commencer, parce qu'en plus, la communauté n'est pas très forte et qu'on ne la regarde pas, on ne la prend pas en compte, on s'en fiche un peu, va commencer à rajouter du code qui ensuite crée une faille et qui là va être exploité. Et ça, c'est des sujets. Il y a l'incident XZ qui est en plein là-dedans. C'est-à-dire que c'est des sujets qui ont été vérifiés, ça a été découvert, coup de chance. Et là, les experts en cyber ont dit en fait, c'est pas normal qu'on compte sur la chance pour couvrir des enjeux de ce type-là. Ouais, je suis entièrement Après, d'accord. ce sera Angèle et après Bastien. Mais je t'écoute, David. Prenons l'exemple d'un open source dans lequel il y a une petite communauté, ça marche très bien, ça vit bien, mais il y a un contributeur chinois. Et on veut s'en servir pour l'État français. Et on se dit, il contribue bien, il est sérieux, les codes sont revus, c'est propre. Puis un jour, au bout de 2 ans, il y a un petit truc qui passe, la peer review du code, parce que c'est du code très, 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 très compliqué, et que parfois, l'humain laisse passer quelque chose, on n'est qu'humain. Bon, voilà, on est typiquement dans ce genre de cas. Revenons à un truc, le Linux et la faille. Il y a pour moi ce qui s'appelle, et pour mon entreprise, mais pour moi, ça fait 40 ans que je fais de l'open source, il y a la condition de criticité du software que vous utilisez. Dans toutes les briques open source software que vous utilisez, et il y en a des tétrachiers, ça va de NPM à Linux en passant de beaucoup de choses, vous avez les softs qui sont absolument critiques. C'est-à-dire ceux qui, si jamais ça déconne, on est complètement foutu. D'accord ? Et bien ceux-là, s'ils sont tellement critiques pour vous, ça veut dire que vous avez besoin de compétences internes pour régler vos problèmes. Typiquement, il y a une faille sur Linux. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, mais il y a une communauté, il y a bien quelqu'un qui va s'en charger. Mais bâtir sa sécurité et sa sûreté là-dessus, c'est aberrant. C'est aberrant. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui va s'en charger. Il y a même certainement quelqu'un qui va s'en charger. Mais dans combien de temps ? Il est peut-être pas disponible. Il est peut-être dans un avion, à une conférence. Il a peut-être autre chose à faire. Et ça, non, mais sérieusement, 24 heures peut être une question de vie ou de mort pour des services. Donc, pour moi, renforcer la résilience sur les logiciels qui sont critiques pour une activité, quelle qu'elle soit, c'est avoir en interne, quelque part, je ne dis pas dans l'équipe, mais peut-être mutualiser au sein d'une entreprise, d'un État, de tout ce qu'on veut, avoir des gens qu'on paye pour être contributeurs sur les logiciels critiques. Et donc, ils ne sont pas payés à faire autre chose, ils ne sont pas payés pour intervenir sur vos projets. Allez, peut-être en expertise, en Dirac, j'arrive, je donne un coup de main, je repars, mais ils sont surtout payés pour résoudre les emmerdes. C'est des pompiers. Et avoir des pompiers payés sur les open source critiques dans les organisations, ça, je pense que c'est le futur. C'est ça la résilience numérique. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout organisé, sauf localement, dans des petits points, on commence à imaginer. Mais le pays s'est pas encore saisi de ce truc-là. Et quand on parlait tout à l'heure d'avoir des gens qui bossent dans l'open source,
C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que les organisations aient des software centers. Et c'est le seul moyen, basé sur l'open source, hein, parce qu'on ne peut pas contribuer sur Windows, évidemment. Mais des gens qui participent à de l'open source, encore une fois, je répète, excusez-moi, mais je le répète, open source, ça ne veut pas dire gratuit, licence utilisable, ça veut dire source lisible. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça peut être payant, ça peut être licence non commerciale, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Aller contribuer aux logiciels critiques est désormais une question de souveraineté. Ceux qui l'ont compris le plus tôt, pour moi, c'est la Belgique, qui, il y a 10 ans, a réinternalisé intégralement l'équipe de gestion de son logiciel de sécurité sociale. Ça leur a économisé un fric de dingue. Ils ont divisé les coûts par 11, même en intégrant le coût de leurs développeurs. Et c'est basé sur des logiciels open. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Angèle? Ouais, moi je vais faire un petit fork de la discussion pour essayer de parler de ce qu'on essaye de faire au Studio des Communs. Parce que... je trouve que ça aborde aussi le sujet du vrai commun, parce que depuis tout à l'heure, on fait des allers-retours entre commun, open source ou autre. Et je pense qu'on est tous d'accord, sans être mis d'accord. Pour moi, un commun, c'est très clair. C'est une ressource, une communauté, des règles qui permettent de la gérer. C'est lui qui me l'a appris. Bon prof, super. Non, mais il y a la question. Moi, je parle avec des personnes qui sont absolument horrifiées du fait qu'on puisse produire des choses du commun ou quoi qui soient pas gratuites. Et alors que je suis tout à fait d'accord que open source quoi ne veut pas dire gratuit. Tout peut avoir un coût. Non, mais du coup, au Studio des Communs, quand le campus cyber s'est monté, l'idée c'était de dire, ben voilà, la cybersécurité, c'est pas parce que on doit tous sécuriser nos entreprises et avoir quelques secrets qu'on peut pas travailler ensemble. Et donc, les personnes qui travaillent dans nos groupes de travail du studio, ça va être nos membres, qui sont des acteurs privés, des acteurs publics, qui sont des concurrents sur le marché, qui sont des petites structures, des grandes structures, des offreurs, des consommateurs de cyber. Et tous nos GT ont des thématiques techniques ou non. On crée beaucoup de communs de connaissances. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si on doit appeler ça un commun ou pas. C'est un travail en commun, en tout cas, ça c'est certain. Il est daté dans le temps, il peut évoluer. S'il y a des demandes de contribution, on les prend en compte. Mais voilà, la production de communs de connaissances, ça peut être des livres blancs, ça peut être des recommandations, ça peut être des bibliothèques d'exercices de crise cyber, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des méthodologies de pentest de nœuds de la blockchain sur Ethereum qu'on est en train de faire remonter à Ethereum parce qu'on a trouvé des vulnes et avant de les publier, on va leur en parler. Enfin voilà, on crée beaucoup de choses comme ça et en fait on est tributaire du fait que les acteurs du campus cyber ont eu confiance en la notion de commun et ont eu confiance en le fait que oui, c'est parce qu'on va travailler ensemble qu'on va être plus fort ensemble, parce qu'on va bénéficier du savoir-faire et des besoins de tout le monde aussi. Donc les offreurs bénéficient directement des questions des consommateurs en disant ben voilà, nous sur le marché on a vraiment besoin de spécifiquement ça et on va le faire ensemble. Et je pense notamment à la sécurisation là vraiment pure et dure des écosystèmes cyber. On a un groupe de travail sur la CTI, la Cyber Threat Intelligence. Et donc là, le GT s'est mis d'accord pour baser sa plateforme, donc sa TIP, sur OpenCTI, qui est développée par Filigrane, et Filigrane, c'est français. Ça vient de l'UATX, qui était une ancienne association issue de l'ANSSI. Donc on est très contents. Et aujourd'hui, Filigrane, ils sont partout dans le monde. Ils font ça très très bien, ils sont très forts. Et donc notre TIP s'appuie sur OpenCTI et elle est contributive, contributrice. En tout cas, les personnes peuvent contribuer à cette TIP ou bien peuvent contribuer en allant chercher de l'information et la commenter, ou bien parce qu'ils mettent leur feed à disposition de l'écosystème Campus Cyber qui, de base, parce qu'ils sont membres du Campus Cyber, peuvent bénéficier de ces feeds-là. Aujourd'hui, on est sur de l'information de TLP Clear ou Green, mais ça va évoluer dans le temps. Et on ouvre des espèces de mini-écosystèmes CTI au sein de cette TIP, et on participe notamment à des projets qui sont en train de se monter avec l'Éducation nationale pour la formation des BTS Ciel sur l'usage de la CTI, sur l'usage de ces nouveaux logiciels. Et c'est bien parce que tous nos membres ont bien compris l'intérêt de travailler ensemble et de produire ensemble et de donner des choses qui normalement font partie de leur business model, qu'aujourd'hui on arrive à faire
découler les principes de cybersécurité qui sont bien connus chez nos membres vers des acteurs qui sont d'habitude moins aguerris. Merci pour cette précision. Vous retrouverez tout ça sur le site du Studio des Communs. wiki.campuscyber.fr. Bastien? Oui, non, moi je suis assez d'accord avec. Je vous ai beaucoup écouté aussi, parce que j'ai une approche qui est plus orientée sur les ressources, donc qui est un petit peu différente. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup à gagner aussi dans la méthode aussi, l'approche, quoi. Créer des communs, c'est une manière de faire. Et on peut aussi conserver ça indépendamment du produit qu'on est en train de développer. Mais dans ce qu'on définissait sur les communs entre la ressource, la communauté et les règles, on oublie un peu les règles. Et pourtant, c'est sans doute le plus important. Là, ce dont on parle sur la sécurité, c'est les règles. L'organisation ou la prise en charge justement de ces personnes, comment animer, comment leur donner les moyens de faire, ça passe aussi par les règles. Sinon, on est juste en train de dire, ce produit, il peut être plus ou moins bien définie, en constante évolution. La communauté, par lui donner les moyens de faire ce qu'elle fait, ou de se développer, ou d'avoir des moyens matériels, on l'accompagne, mais on ne peut pas la guider. C'est les règles derrière qui disent, attention, on a besoin des pompiers en plus, on a besoin de certaines lignes de conduite, on a besoin de vérifier les choses, on ne peut pas parier sur la confiance et effectivement de se dire, puisque c'est partagé, tout le monde va regarder, jusqu'au moment où effectivement on n'a pas regardé en même temps. Mais ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Je reprends l'exemple d'OpenLLM, mais aujourd'hui, on a un Discord, pas un Mastermost, mais un Discord. Il y a 800 contributeurs dessus qui sont des ingénieurs, qui sont des personnes de la EdTech, qui sont parfois des enseignants qui développent eux aussi des modèles de langage pour l'éducation et qui regardent un peu ce qui se fait. On accompagne ça, mais on ne pourrait pas apporter ce qu'ils apportent de manière générale. Donc ces règles, c'est aussi de pouvoir donner les moyens, de pouvoir donner les directions, de livrer des choses, de pouvoir donner de la confiance ou justement de permettre à des gens de pouvoir monter soit en compétences, soit en vérification, soit en contribution. Et c'est souvent ce qui est peut-être un peu dans le laisser-faire et qu'on n'ancre pas assez. Et de se dire, ça va bien marcher à un moment donné à un autre, ou de se baser que sur la confiance. On revient sur cette histoire de communauté, de la gestion de la communauté et les règles qui l'encadrent. Du coup, on va prendre des questions dans la salle si ça vous va. Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. On parlait un peu des compétences et du coup, en termes de formation, on voit que rapidement dans les écoles, on met des postes sous Windows. Donc du coup, ça favorise aussi dès l'apprentissage à utiliser ce genre d'outils propriétaires. Mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives des contributeurs pour essayer de pousser le logiciel libre dans les écoles, dans le sens où les écoles de quoi, par exemple? Élémentaires. Dès l'école primaire et aussi dans le supérieur ou pas du tout? Exactement, parce que les gros... les GAFAM, Microsoft notamment, va permettre de mettre à disposition des outils facilement, aussi bien aux professeurs qu'aux élèves. Mais du coup, cette partie-là n'est pas forcément proposée par la communauté. Et on parle de compétences que l'on n'a pas. Est-ce que c'est pas déjà là l'origine? Vous avez une réaction ou rapide? Je peux dire un mot pour les écoles. Il y a des solutions, mais qui sont designées aussi pour les enseignants. C'est de mettre à disposition le principe de la forge et de la plateforme des communs. C'est justement d'avoir des outils qui permettent, Big Blue Button. Enfin, on peut citer plein de solutions qui ont été développées pour être une alternative, on va dire, dans le besoin des enseignants, pour répondre aux outils qui sont principalement utilisés. Après, c'est vrai que la plupart des PC, des ordinateurs, des salles de classe, etc., ça va rester sur du Windows. Mais c'est aussi, encore une fois, là, on se confronte à l'habitude, à ce qu'on dit sur le design des applis, de choses qui sont des fois un peu faites par des geeks et pour des geeks, et que l'enseignant, il est déjà un peu largué et qu'il n'a pas forcément envie de se former, de prendre des outils qui sont plus difficiles à prendre en main. Donc il faut les former, en fait. C'est pas la question de l'outil, on peut designer des outils spécifiques, et il y en a qui sont proposés, mais c'est surtout, encore une fois, l'accompagnement et de donner des moyens qui permettent cette intégration-là. Oui. Ouais, je te donne la parole, Angèle. Juste, en effet, quand même, il y a un OS pour les écoles qui est développé en ce moment par la Forge, qui s'appelle Primtux, qui est soutenu par l'AIC, donc l'ADINUM. Donc il y a des solutions numériques libres, en tout cas, qui sont en train de se propager, mais c'était peut-être pas le sens de votre question, en fait.
Et après, Angèle... Je veux juste vérifier qu'on l'ait. aussi de marketing de connaissances. Alors ça fait bizarre de parler du marketing du logiciel libre, mais si on le présente pas, s'il n'est pas valorisé, s'il n'est pas accompagné, J'entends et s'il n'y a pas de soutien et de contrat pour aider, ça marchera pas. Oui, moi j'ai l'impression que c'est très vrai. Après, c'est pas parce que les écoles sont sous Windows qu'elles sont pas sous LibreOffice derrière. Donc déjà, c'est des petits pas. Et puis ensuite, l'éducation nationale fait quand même beaucoup d'efforts pour former ses profs et apporter toute cette connaissance du libre. Enfin, je dis ça parce que je bosse avec eux. Oui. Mais alors, je suis d'accord. Après, c'est vrai que sur la question du développement des compétences numériques des enseignants, on a fait une étude avec Bastien. C'est un sujet qu'on connaît très bien, en particulier du premier degré. On a aussi des problématiques de formation et de développement de compétences numériques des enseignants. Il y a un problème de finalité pour eux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on parle d'outillage professionnel. Ils n'y mettent pas le sens qu'on y met nous, là, aujourd'hui, à ce moment-là. Sans compter qu'en fait, ils sont assez faibles pour certains d'entre eux en termes de compétences numériques. Et pour une raison qui va être horrible à énoncer, et je vais l'énoncer quand même, c'est que 75-85% des enseignants du premier degré sont des enseignantes qui ont souvent aussi eu des backgrounds plus sciences humaines et qui, en plus, n'ont pas de... il se trouve qu'il y a une fracture assez genrée sur la question bon, on est obligé d'en parler quand même, de la question, en tout cas, de la manière dont les femmes se saisissent du numérique. Et en l'occurrence, les profils que nous, on a auditionnés dans le cadre de cette étude étaient assez nets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un sujet qui ne l'est. Elles le disent très nettement, ça ne m'intéresse pas. Donc, on est aussi sur un sujet de transformation des métiers à ce sujet-là. Et plus largement, il y a une fracture numérique qui existe aussi, après, au sein des familles. Et ce que les enfants font à l'école, il faut qu'ils puissent le refaire à la maison. Et à la maison, ils n'ont pas d'ordinateur sous Linux. Et donc, ils ont besoin de pouvoir mettre leur clé USB de l'école avec laquelle ils vont ramener leurs devoirs à la maison et que ça marche dans les deux sens et qu'il n'y ait pas de problème de fichier entre les deux. Parce que sinon, derrière, en fait, tout ce qu'on fait en classe, on n'arrive pas à le reproduire à la maison. Et à la maison, les gens, les parents ne sont pas formés, ne sont pas équipés. Donc, ça va au-delà de la formation dans l'éducation nationale. C'est ça. Ouais. Et ça va peut-être au-delà du marketing. Vous avez tous des trucs à dire. Daniel. Un tout petit point. C'est pas parce que Windows est propriétaire et pas open source qu'il est mauvais. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est un très bon système qui soutient la majeure partie du monde. Les gamins vont, avec une très très forte probabilité, se retrouver avec Windows dans leur vie professionnelle, dans leurs études, sauf ceux qui vont faire des études d'informatique, évidemment. Moi, mon fils, quand il est passé à l'EPITA et à la fac de Paris, il s'est retrouvé avec du Linux. Mais sinon, il n'y a rien de dramatique à être sur Windows. Je vous rappelle qu'on peut faire aussi de l'open source sur Windows. On peut très bien créer de l'open source sur un ordinateur qui est Windows. C'est pas très grave. Certes, ça serait mieux si c'était Linux. Mais enfin, ce serait mieux pour des histoires d'investissement aussi, des écoles, pour des questions de budget. Ça serait mieux aussi. Vous connaissez tous le t-shirt sudo make-moi un sandwich. Je pense pas qu'un gamin de l'école élémentaire va comprendre ce que c'est qu'un super utilisateur. Faut arrêter de rêver. Vous n'allez pas demander à un gamin de lancer Enlightenment sur un Linux. Et qu'est-ce qui se passe quand le serveur X Windows casse la gueule? Mon fils est né à 9 ans, il a installé son premier Linux. Ouais, non mais bon. Tu vois? Donc c'est que c'est possible. Là. Il a une lourde hérédité. Non mais voyons, c'est pas grave d'être sous Windows à l'école élémentaire. Faut arrêter, faut se sortir ça de la tête. Rapidement, il y a encore du reste à faire, mais dans la stratégie numérique pour l'éducation, il y a du ministère de l'Éducation nationale, il y a justement cette volonté d'aller vers les communs numériques. Genre, c'est inscrit dans le dur. Et là, Alexis Kaufmann n'est pas là avec nous maintenant. Non, mais ils étaient nombreux hier à être présents sur la journée. L'appel à commun et la forge de l'éducation nationale pour montrer la façon dont ils entendent implémenter cette stratégie. Donc je ne dis pas que tout est parfait, hein, c'est bien de rester sensibilisé, mais il y a un pas énorme qui a été fait depuis ces 5 dernières années dans l'éducation nationale. Bastien. Non, mais je voulais juste dire que vraiment c'est la formation qui est le plus important, parce que même si on avait des outils qui étaient aussi performants, voire plus performants, ça suffirait pas. Il faut vraiment cet accompagnement. Là, on va mettre un modèle de langage pour l'éducation. Il sera pas à la hauteur de ChatGPT ou du ChatGPT 5 qui est censé être un master dans tous les domaines, etc. Désolé de vous décevoir, mais parce qu'on va essayer de le cibler, et sur des tâches éducatives, on veut pas
tout faire, mais le réflexe ce sera, il y aura toujours, et ça a toujours été, des outils qui sont, on va dire oui, mais ça fonctionne mieux, ça c'est accessible, ça c'est ce que je connais, etc. Et ça se transforme pas juste en présentant ou en créant des outils, c'est en accompagnant, en formant, en sensibilisant. Donc sur les ordis, pour moi l'écart il est beaucoup plus grand. Un élève aujourd'hui au collège, il a même pas d'ordi, ils savent plus taper sur des claviers parce que c'est avant tout du smartphone. Et les smartphones, c'est beaucoup plus fermé. Donc avant d'avoir si on demande à un élève quel outil ou appli libre il peut avoir sur son smartphone, ça va être compliqué. Là, on vient juste d'ouvrir ne serait-ce que les marchés d'applications. Qui a fait un marché d'applications alternatif à iOS depuis que c'est ouvert? Je pense pas que grand monde ait testé à faire ça, même si c'est une exigence européenne qui a été obtenue face aux négociations européennes. Donc c'est vraiment plus de l'acculturation, de la formation, de l'accompagnement pour que c'est un sens et qu'on revienne à pourquoi c'est important de faire ça et que c'est une question de liberté aussi individuelle. Moi, j'ai une question du coup juste associée. D'abord, une question dans la salle et je te laisse tranquille. Bonjour à vous. Moi, j'avais une question par rapport à la cybersécurité. On parle de construction donc de logiciels ouverts. Quand vous avez des contributeurs qui viennent de Russie et qui se cachent éventuellement ou de Corée du Nord ou je ne sais quoi, comment on peut être sûr, comment vous êtes sûr de leur provenance et comment vous arrivez à donner de la, comment dire, à se dire que c'est sécure, quoi. J'ai un exemple. Thales est leader mondial de l'open source hardware. Donc il n'y a pas que l'open source software, il y a le hardware. Il y a des processeurs open source, RISC-V, si vous avez entendu parler, donc architecture RISC. Et nous, on a un design basé sur RISC-V, ça s'appelle CVA6. On est leader mondial de ce truc-là. Dans les contributeurs, il y a une société pakistanaise. C'est ouvert, vous pouvez y aller, c'est pas un secret, je divulgue rien de caché. Et c'est des Pakistanais en général. Je veux dire, on a du mal à travailler avec les Pakistanais. Les services secrets, l'État pakistanais, voilà. Vous avez l'État pakistanais, potentiellement, cette boîte, on a du mal à voir ce qu'il y a derrière quand on regarde leurs données. C'est qui? Ils travaillent avec qui? C'est quoi leur business model? Et c'est peut-être l'armée pakistanaise qui est derrière. Ouais, mais pour l'instant, leurs contributions sont juste parfaites. Sur des années, elles sont parfaites. Donc pour moi, la réponse, c'est la force de la communauté. Et c'est, à mon avis, la seule réponse possible. Si vous faites quelque chose d'open et que vous dites « Ah oui, mais je suis open, mais pas lui. » Ouais, pas lui non plus. Ah oui, mais il est chinois, mais il est chinois aux États-Unis. Citoyen américain, vous faites quoi? Ah oui, mais il est chinois. Non, mais ça, c'est plus possible. Je veux dire, l'open va se restreindre très, très rapidement. Donc, pour moi, c'est la force de la communauté, la capacité à déjà faire des revues de pair correctes, mettre en place des chaînes de CI/CD qui détectent le plus de conneries, utiliser des langages memory safe, par exemple. Basculer sur du Rust ou du Safe++, enfin, plutôt du Rust, du Go, du Dart, mais Go, Dart, la standardisation est dans les mains de Google. Ensuite, avoir des gens qui font des revues de pair correctes, mais vraiment très correctes. Moi, j'étais contributeur Mozilla Netscape pendant des années. C'était revue, super revue. Et sur certains secteurs du navigateur, c'était super revu uniquement par des gens de la cybersécu. Donc, ouais, voilà, c'est le seul moyen, je pense. Mais c'est la réactivité de la communauté. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est le but de la table ronde. Donc, on appuie un peu sur là où ça fait mal, c'est-à-dire les failles qu'il y a eu dans le domaine de l'open source et ces enjeux aussi internationaux. Mais parce que moi, deux choses. La première, c'est que quand ça se passe dans des boîtes complètement fermées, on ne le sait pas. Donc, on fait confiance ou pas à un Thales, on fait confiance ou pas à un acteur, parce qu'il y a des accointances ou pas avec certains pays. Donc, c'est pas forcément mieux, mais ça peut marcher. Et là, quand on parle de commun et cyber, c'est parce qu'on se dit que finalement, les enjeux sont suffisamment importants pour que les utilisateurs finaux s'intéressent au sujet. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que c'est nouveau. Puis en plus, c'est le sens de l'histoire. On n'a pas parlé du Cyber Resilience Act, mais en Europe, dans les mois qui viennent, en fait, le texte est là, qu'on n'est plus dans l'application. Dans les mois qui viennent, il y aura des obligations super fortes à toute personne qui produit un logiciel ou un matériel qui intègre du logiciel, avec conception du SBOM, avec du due diligence, il y a plein d'actions. Il y aura l'obligation, on en a parlé rapidement, mais il y aura l'obligation de tous les acteurs publics de faire appliquer ces enjeux aussi de cybersécurité à tout ce qui passe par les achats publics. Donc ça va changer énormément et je pense que c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas les compétences. On est complètement... T'es prêt, Florian, pour le Cyber Resilience Act? Il y a le NIS 2 avant.
Donc, en gros, ça veut dire que dans les mois qui arrivent, il va falloir beaucoup travailler ces questions de sécurité. Oui, c'est ça. La réglementation va aider, mais juste pour dire que c'est parce qu'on se pose les bonnes questions. Jusqu'à maintenant, on les avait un petit peu occultées en se disant on fait confiance à Google, on fait confiance à Microsoft. Maintenant, on arrête. En fait, c'est tellement stratégique de maîtriser son système d'information qu'on arrête de faire confiance. Et donc, les logiques de commun apportent une autre manière d'eux, mais il faut... oui, c'est comme toujours, c'est travail supplémentaire. Moi, j'ai une dernière question. Allez, je ne le lâche pas. Florian, moi, je veux savoir, la DINUM aujourd'hui, c'est combien d'agents? Combien de contributeurs? Non, mais je veux savoir, j'ai besoin de me représenter. En tout cas, on parle de quoi pour tous ces services numériques et la roadmap, elle est grande comment dans les mois qui viennent? C'est ça ma question. La DINUM, c'est une petite administration centrale qui évolue énormément au fil des années en fonction des sujets qu'elle arrive où elle arrive à se positionner. Donc on peut répondre avec plusieurs cercles. Il y a les agents vraiment DINUM, on est à peu près 200. Il y en a 100 qui travaillent sur le réseau interministériel de l'État et on a 100 qui travaillent sur une posture plutôt de conseil, d'expertise auprès des autres ministères et 50 qui travaillent avec moi sur des produits qu'on opère en propre, donc France Connect, etc. Après, autour de la DINUM, il y a évidemment plein de gens qui nous renforcent. Et il y en a, je pense qu'on peut compter plutôt en étant 300 vraiment personnes qui viennent tous les jours travailler à la DINUM. Et après, on a créé... on s'est dit qu'on allait beaucoup plus vite. Enfin, l'adoption du numérique allait plus vite que la croissance en ETP. Ça, je vous apprends rien. Et donc, on a ouvert des cercles collaboratifs en créant des communautés. Donc, il y a différentes communautés qui se sont créées. La plus importante, je pense que c'est aujourd'hui beta.gouv, où on a dans chaque ministère une petite équipe, pareil que nous, transverse, qui s'occupe de cette communauté, de créer de nouveaux produits. Et cette communauté, en général, je regarde ceux qui ont les chiffres les plus à jour, mais c'est à peu près, on est à 1500, on a 1500 contributeurs, et on a déjà créé plus de 150 produits. Donc c'est des créations, plus que ça. Bon, on crée Monsieur des le directeur, équipes. alors. Voilà, j'ai passé la main ici. Et on crée en fait depuis plus d'une dizaine d'années, on crée des petites équipes qui essayent de traiter de ces sujets-là à leur façon, en autonomie, en apprenant collectivement. Et on a réussi comme ça à ce point. Maintenant, on est à peu près sur tous les ministères. Donc voilà, la DINUM, c'est plusieurs formes comme ça. Et je pose la même question à Daniel. Je veux savoir, Thalès, du coup, c'est combien de personnes qui travaillent justement sur les développements? C'est juste histoire qu'on... Le logiciel, c'est des milliers. Des milliers de développeurs software, littéralement. À Thalès? Ah oui, bien sûr. Il y a 81 000 personnes à Thalès. L'électronique est désormais un petit peu analogique, mais beaucoup numérique. S'il y a des numériques, elle est contrôlée par des codes. Donc nous sommes truffés, littéralement, de software. C'est vrai, tu as parlé de la DINUM, tu n'as pas parlé de l'État. Et l'État, j'imagine qu'il y en a... Source, il y en a littéralement partout. Littéralement partout, quoi. On est des très très gros consommateurs d'open source. Tout ce qui est Linux, Kubernetes, Ansible, enfin tout ce qui est open source est critique, on s'insère. Les compilateurs sont open source, les gestionnaires de bugs sont. Mais tu veux dire que sur les 80 000 salariés de Thales du groupe, il y en a 2/3, c'est des... Non, il doit y avoir, je sais pas, 5 000 minimum développeurs software. C'est peut-être 10 000 jusqu'à 10 000. C'est vraiment colossal. On doit avoir 35 à 40 000 ingénieurs. C'est une boîte de technologie. Et alors, dans l'open source, on a des correspondants d'open source un petit peu partout. Et on fait un truc vachement intéressant qui est l'open source interne. Donc, c'est la communauté, mais interne. On appelle ça l'inner source. C'est vachement bien parce que c'est pour nous indispensable. Sinon, la mutualisation de code d'une entité juridique à une autre serait du travail dissimulé. Ou de l'évasion fiscale, excusez-moi, pardon. De l'évasion fiscale. Donc on est obligé de faire un système qui est validé par le fisc. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Mais dans lequel on fait une mutualisation du type open source interne. Alors on a pris les techniques de l'open source, les communautés de l'open source. Et là où moi je bosse, c'est que je veux aussi le mindset de l'open source. Et là, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est essentiellement du mindset. On est bien d'accord. Et c'est ça le plus important. C'est le mindset de l'open source, c'est comment avoir du fun, comment se lancer dans quelque chose, comment être agile, comment mettre une idée sur la table et constituer un noyau en perruque pour se lancer, faire un prototype et ensuite décider si on va le transformer en produit et mettre des ressources dessus, comment est-ce qu'on va s'organiser. Voilà, ça c'est super importantissime. Merci beaucoup.
J'espère qu'on a tenté de répondre à la question. Merci à mes invités qui ont accepté de jouer le jeu même quand ils n'aimaient pas les tables rondes. Et je vous remercie à vous d'être restés alors quand même il est tard et qu'il est temps d'aller manger. Merci.